tous, bienvenue à cette table ronde du Forum de Paris pour la défense et la stratégie qui sera donc consacrée aux ressources humaines et plus précisément aux défis stratégiques des compétences dans le domaine de l'armement. Donc j'ai l'honneur d'animer cette table ronde ce matin. Je suis l'ingénieure générale de l'armement Caroline Salahin, actuellement chef du département de la session nationale à l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de défense nationale. Donc ce sujet des compétences est forcément cher à l'IHEDN, qui a pour vocation de former aux questions de défense et de sécurité. Donc je suis ravie de contribuer aujourd'hui à cette séquence de réflexion et d'échange autour de ce défi majeur de mobilisation des ressources humaines et des compétences nécessaires pour répondre aux besoins prégnants de la défense en France. Nous allons donc pouvoir échanger pendant 1h30 avec des acteurs de premier plan impliqués sur ce sujet, puisque cette table ronde réunit à la fois des employeurs étatiques et industriels, des acteurs clés de la politique publique de l'emploi et de la formation, et des représentants du monde académique. Donc avant de vous les présenter plus en détail et de lancer les débats, je souhaite en introduction partager avec vous un certain nombre de données chiffrées qui illustre le caractère exceptionnel de la situation que l'on connaît à l'heure actuelle et qui donne une indication des défis à relever. Donc, comme vous le savez, le secteur de l'armement subit actuellement une pression sans précédent en raison du contexte international, avec la nécessité de monter en cadence, d'acquérir, de produire, de livrer en plus grande quantité et plus rapidement. À titre d'illustration, les commandes de la DGA, donc de la Direction Générale de l'Armement, en charge de l'équipement des forces armées françaises, sont passées de 20 milliards d'euros en 2023 à 38 milliards d'euros en 2025. Donc quasiment doublé en 2 ans, ce qui est bien sûr considérable, et avec une projection à hauteur de 42 milliards d'euros pour cette année. Et il ne s'agit là que des commandes de l'État français. Or, les industriels de l'armement font face également à un accroissement des demandes des clients export, de nos partenaires étrangers, qui va de pair avec l'accroissement des dépenses militaires dans de nombreux pays. Donc il y a besoin à la fois d'un renforcement en effectifs pour faire face à cet accroissement de charges, mais il y a également besoin de disposer de nouvelles expertises ou compétences. Les récents conflits, la militarisation croissante de l'espace et du cyberespace ajoutent des exigences en matière de nouvelles compétences technologiques. Je pense aux drones, l'intelligence artificielle, le cyber, le quantique. Il a été identifié fin 2024 que 10 000 postes étaient immédiatement à pourvoir, donc vacants, dans le secteur de la défense en France. Et cela sans compter les créations d'emplois supplémentaires nécessaires pour faire face aux nouveaux besoins dans le contexte que je viens de décrire. Certains bassins d'emploi, plus spécifiquement sur le territoire, donc qui hébergent notamment des grands pôles d'industrie de défense, sont particulièrement sollicités, comme le département du Var autour de la base de Toulon, par exemple, ou encore la région de Cherbourg, qui doit également répondre aux besoins de la filière énergétique nucléaire. Certaines compétences sont plus en tension que d'autres. La Fédération française de la cybersécurité estimait par exemple l'année dernière qu'il y avait plus de 20 000 postes vacants dans ce domaine. Donc forcément, cela crée de la concurrence entre les employeurs, notamment pour se partager les candidats. 84% des ingénieurs du secteur déclaraient en septembre 2025 être en processus de recrutement simultané et multiple. Bon, en clair, ça veut dire qu'ils étaient courtisés par plusieurs recruteurs à la fois. Et s'ajoute à cela un défaut d'attractivité, parfois un déficit d'image encore persistant du secteur de la défense, notamment chez les jeunes diplômés. Selon une étude menée par Page Group en octobre 2025, un candidat sur 5 refuse catégoriquement de travailler dans le secteur de la défense. Donc voilà, ces quelques chiffres que je voulais présenter en introduction donnent un aperçu de la problématique et des enjeux à traiter. On voit là qu'il y a un certain nombre de difficultés à surmonter. Donc comment disposer des bonnes compétences en ressources en nombre suffisant? Comment répondre aux besoins immédiats alors que le développement des compétences peut nécessiter un certain délai de formation et donc prend du temps?
Comment renforcer l'attractivité du secteur de la défense et de l'armement en particulier, à la fois auprès des jeunes, mais pas seulement. Comment éviter une concurrence fratricide pour le recrutement des mêmes talents et favoriser au contraire une démarche collaborative permettant de mettre en commun les efforts. Donc ce sont à ces questions que nous allons chercher à répondre pendant cette table ronde qui, je vous le disais, réunit des acteurs particulièrement pertinents sur ce sujet. Nous avons en effet l'honneur d'avoir parmi nous Caroline Krivinsky, donc directrice des ressources humaines de la Direction générale de l'armement. Donc DGA qui est à la fois un employeur du secteur de l'armement, mais aussi un acteur de politique industrielle, donc politique publique en soutien à la base industrielle de défense. Donc son point de vue sera utile à double titre. Nous avons également parmi nous Jean-Luc France, directeur des ressources humaines de Naval Group, donc bien sûr acteur majeur de la base industrielle et technologique de défense française. Donc il sera particulièrement intéressant d'entendre son témoignage d'industriel exposé en première ligne et confronté à cette nécessité de produire et livrer rapidement. Nous avons par ailleurs le privilège d'avoir une représentante d'un des fleurons français de la formation des ingénieurs aéronautiques, puisque l'ingénieure générale de l'armement, Marie-Hélène Barou, donc directrice générale d'ISAE Supaéro, est également parmi nous pour cette table ronde. Donc je rappelle que l'Institut est classé dans le top 10 des écoles d'ingénieurs françaises et forme plus de 800 diplômés par an de niveau master ou plus. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir monsieur Benjamin Maurice, le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, qui pourra donc partager avec nous les leviers dont dispose le ministère du Travail et des Solidarités pour accompagner le secteur de l'armement. Et enfin, pour compléter ce panel, nous avons aussi parmi nous Madame Anne Padier-Savourou, qui est sous-directrice des parcours éducatifs et des éducations transversales à la Direction générale de l'enseignement scolaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc vraiment merci à tous pour votre présence et participation aujourd'hui. Je précise à notre auditoire que nous aurons un temps d'échange avec la salle durant notre séance ce matin, donc pour prendre en compte vos questions. Vous pouvez dès à présent réfléchir aux questions que vous souhaiterez poser à nos différents intervenants. Et je propose de lancer sans plus attendre la discussion, en commençant, si vous le voulez bien, par un état des lieux des besoins et du marché. Et donc je propose de démarrer par le point de vue de la DGA. Caroline Krivinsky, pouvez-vous partager avec nous votre vision des contraintes et des opportunités propres au secteur de l'armement et également nous préciser les compétences techniques et le vivier DGA? Très bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et donc pour répondre à votre interrogation, quelques mots effectivement pour commencer par une caractérisation de ce secteur de l'armement, un secteur qui est public et privé, qui est sensible et hautement stratégique pour la France, parce que vous le savez, il est directement connecté aux enjeux de défense, de sécurité, de souveraineté qui sont mis à l'honneur dans le cadre de ce forum aujourd'hui. Le fait aujourd'hui de savoir encore en France concevoir, mettre en œuvre, employer de manière autonome des systèmes d'armement, c'est clairement un atout pour nos forces armées, mais c'est aussi un levier de puissance pour la France. C'est ce qui lui permet notamment, on le sait aussi, de nouer des partenariats stratégiques et d'être présente encore dans un certain nombre de tableaux de négociation, d'où vraiment cette importance de l'armement, cette importance stratégique qui dépasse le seul champ militaire. Cette spécificité, cette sensibilité, elle se retrouve forcément dans les exigences que l'on cherche dans nos viviers de candidats, avec des exigences particulières, notamment en termes de nationalité, d'habilitation, et aussi des règles particulières, vous le savez, d'accès à l'information pour des programmes ou des projets qui sont classifiés et qui sont une dimension à prendre en compte quand on parle du secteur de l'armement et des viviers de recrutement sur ce secteur. L'autre caractéristique qui est importante, c'est que c'est un marché dynamique, un secteur en pleine expansion, en France, en Europe, à l'international. Les tensions internationales, le retour des conflits de haute intensité confirment qu'on est inscrit durablement dans un cycle industriel de réarmement. Et donc, ça se traduit par des budgets de la défense qui sont en croissance en France, mais aussi partout dans le monde.
Et cette dynamique, elle se traduit aussi en emploi. On partageait tout à l'heure le fait qu'il y a d'ores et déjà aujourd'hui une dizaine de milliers d'emplois qui sont vacants dans cette filière industrielle en France. C'est sans compter les milliers de créations d'emplois qui sont prévues chaque année dans le cadre du plan de charge des industriels pour répondre justement à cette demande de réarmement en France, en Europe, dans une stratégie qui se met en place en appui de l'économie de défense. Autre aspect et caractéristique de ce secteur de l'armement, c'est un secteur qui est tiré par l'innovation, par la recherche, par un haut niveau de technicité, un haut niveau de technologie. C'est un secteur qui est aujourd'hui à l'interface entre plusieurs ruptures technologiques, l'intelligence artificielle bien sûr, mais aussi le quantique, le spatial, les systèmes autonomes, la robotisation, les matériaux innovants. Toutes ces technologies appellent des compétences pointues, des compétences spécialisées sur lesquelles on recherche bien sûr les candidats, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on a besoin que d'ingénieurs. Ça, c'est aussi un message important à retenir. Le secteur de l'armement, c'est un secteur qui est particulièrement ouvert à une diversité de profils, des profils techniques, ouvriers, techniciens, on va y revenir au cours de cette table ronde, mais aussi d'autres profils pour justement faire de ce secteur un secteur performant et efficace. Enfin, peut-être dernière caractéristique, et vraiment en lien avec ce que je disais aussi, c'est un secteur qui est pluriel et riche en termes de parcours professionnel, en termes de parcours de carrière. Rejoindre ce secteur, c'est effectivement travailler dans une diversité d'employeurs possibles. On a évoqué tout à l'heure le rôle des 9 MOI, mais il y a également cette myriade de PME, TPE qui maillent le territoire. Plus de 4000 entreprises aujourd'hui qui ont des activités dans ce secteur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont spécifiques à l'armement. La plupart ont des activités duales, civiles et militaires, et qui peuvent là aussi présenter un intérêt majeur pour nos enjeux de souveraineté. C'est aussi un secteur qui est présent sur l'ensemble de la France, avec là aussi, je disais, cette diversité d'acteurs. Faire carrière dans l'armement, c'est faire carrière sur des carrières géographiques autant que de besoin. Faire carrière dans la fonction publique, à la DGA, j'y reviendrai, ou dans l'écosystème du ministère des Armées, faire carrière dans l'industrie ou d'autres secteurs qui complètent cette communauté de défense pour nos intérêts collectifs. Donc en quelques mots sur la DGA, donc c'est 10 700 collaborateurs aujourd'hui. C'est une création nette d'emplois qui est prévue dans le cadre de la LPM 2430 de plus de 530 emplois. Et on a en gros en moyenne chaque année aujourd'hui des plans de recrutement externes de l'ordre de 500 à 700 recrutements donc par an. Et ces recrutements, encore une fois, c'est des recrutements d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers, mais pas seulement. On a aussi d'autres profils, des acheteurs, des managers, des juristes, des diplomates que l'on recrute au regard de nos besoins, des besoins nouveaux tels qu'ils sont prévus dans le cadre de la LPM, mais aussi émergents qui découlent de la situation actuelle et des engagements que nous avons au titre de la France. Je m'arrêterai peut-être là pour effectivement cette première description du secteur de l'armement et je laisse la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup. Je souhaiterais maintenant me tourner vers le représentant du secteur industriel. Donc, Monsieur France, quels sont les métiers ou les compétences sur lesquelles Naval Group recrute le plus ou sur lesquelles vous estimez qu'il y aura le plus de besoins dans les années à venir? Alors, tout d'abord, on est à la recherche de collaborateurs aux compétences clés pour des produits exceptionnels. Je pense qu'il faut, c'est quand même un préambule pour moi important, des collaborateurs aux compétences clés pour des produits exceptionnels. Quand on parle de porte-avions nouvelle génération et de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins troisième génération, on est sur des produits exceptionnels. Une fois qu'on a dit ça, 400 métiers. L'entreprise, c'est 17 000 collaborateurs sur plus de 400 métiers. 400 métiers qui sont sur l'ensemble des domaines, les domaines des études, comme l'architecture navale, comme l'architecture des systèmes, les domaines de production, comme les soudeurs, les charpentiers, les électriciens, les domaines transverses, comme les achats, la finance, les RH, et puis le numérique, à la fois aujourd'hui et demain. Donc des métiers qui couvrent l'ensemble du spectre de la réalisation des produits.
Et au regard de ces métiers, on est sur des domaines d'activité qui sont clés, avec un niveau d'expertise extrêmement élevé. Je pourrais citer quelques domaines comme la propulsion nucléaire, l'architecture des systèmes, l'emménagement des navires et le digital. Voilà, donc panorama important sur le nombre des métiers, le nombre des compétences couvertes et pour des produits d'exception. Ok, merci beaucoup. Donc cela nous donne effectivement une cartographie des besoins. Maintenant, qu'en est-il des possibilités de réponse à ces besoins? Je me tourne vers Madame Padier-Savourou de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Est-ce que ces profils recherchés, vous les voyez passer dans les filières que vous animez et sont-ils dans des cursus particuliers? Alors, évidemment, à l'Éducation nationale, nous avons des filières qui existent, mais notre enjeu n'est pas tellement de s'interroger sur ces filières, mais plutôt sur la bonne adéquation entre l'existence de ces filières et les besoins en territoire. On a évidemment des filières professionnelles, des filières technologiques, mais aussi qui permettent une insertion immédiate. Mais nous avons aussi des filières plus longues par la voie générale. Je pense aux classes préparatoires aux grandes écoles. Je pense évidemment à l'enseignement supérieur long. Aujourd'hui, nous savons que cette offre existe. Par contre, elle n'est pas toujours en adéquation avec les besoins d'un territoire et donc notre capacité à faire matcher le profil et le besoin. On a, au sein de l'Éducation nationale, 2 grands enjeux pour y arriver. C'est la question de l'attractivité, vous l'avez dit tout à l'heure. On a besoin aussi de rassurer peut-être les publics scolaires sur ces possibles orientations. Et puis, le deuxième enjeu qui est l'articulation avec les bassins d'emploi. Et donc, la nécessité d'avoir une articulation qui ne se pense pas uniquement en administration centrale sur le territoire national, mais bien d'identifier avec les acteurs du secteur de l'emploi et les acteurs des collectivités, notre capacité à avoir des filières en adéquation. Alors, je crois qu'au-delà de cette question de l'articulation avec les bassins d'emploi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous arrivions à rendre ces métiers plus visibles en amont et que nos élèves, dans leur parcours d'orientation, dans la formation que nous leur apportons, dans cette connaissance, cette existence des possibles, il faut que nous puissions leur donner tout le spectre qui leur permettrait demain de travailler dans ce secteur. Alors, aujourd'hui, on a quelques leviers qui existent déjà. On a ce qu'on appelle les PFMP, les périodes de formation en milieu professionnel. Nous avons aussi des stages, notamment dans le cadre des BTS. Et il nous semble que ces premiers liens, ces premiers contacts sont pour nous une opportunité, 1, d'identifier un territoire, et 2, de rassurer sur quels sont les métiers qui peuvent être ceux de la défense et de la sécurité. Aujourd'hui, on a quelques freins à lever, et je crois que l'Éducation nationale ne peut pas le faire seule. On a la question de la mobilité, on a la question de l'hébergement, quand les jeunes souhaitent potentiellement avoir une orientation vers ces parcours. On a aussi la question du coût de ces formations qui peuvent se faire de manière éloignée de leur domicile. Et donc, il nous semble aujourd'hui qu'au-delà de la réflexion que nous avons à penser sur l'implantation de ces formations, c'est bien plus l'adéquation avec les besoins en territoire. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Je souhaiterais maintenant entendre le point de vue de Monsieur Maurice sur l'état des ressources mobilisables dans le monde du travail à l'heure actuelle. Donc, Monsieur Maurice, est-ce que la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle peut accompagner l'ouverture des viviers traditionnels défense et les élargir pour répondre aux besoins du secteur ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Alors, je viens un peu en voisin. Je crois que je dois apercevoir les fenêtres de mon bureau. Donc, qui est situé donc au ministère du Travail et des Solidarités. Et je suis ravi d'être là. Et ravi d'être là dans cette configuration. Parce qu'effectivement, on est tous ensemble unis et
avec une réponse qui va être peut-être avec des variantes, mais enfin, en tout cas assez homogène, qui va dans la même direction, qui est effectivement d'essayer de pourvoir aux besoins. Quelques chiffres, on a annoncé quelques-uns, mais c'est vrai que le marché, d'une certaine façon, enfin, en tout cas pour l'instant, l'état des effectifs, c'est à peu près 210 000 emplois sur le champ de la BITD. Caroline le disait tout à l'heure, il y a des besoins qui sont effectivement considérables. Ils sont considérables sur ce segment, mais ils sont aussi importants ailleurs. C'est une problématique que rencontre le monde industriel en tant que tel, où les industries, effectivement, déclarent pour 70% d'entre elles d'être en une situation de tension de recrutement. Sur le champ de l'armement, des industries de l'armement, c'est à peu près 9 métiers sur 10 qui sont en tension. On citait effectivement les ingénieurs, on peut citer les chaudronniers, on peut citer les techniciens de maintenance, etc. Donc effectivement, il y a un besoin qui est un besoin considérable, d'où la réponse qui doit être apportée en termes de matching, de rencontre entre l'offre et la demande, et puis d'autre part en termes de préparation aussi à cette rencontre particulière, en termes de compétences initiales, formation initiale, et puis formation continue. Donc on s'y emploie et on s'y emploie collectivement, et on mobilise toutes nos forces, les forces vives du ministère du Travail, avec, et on en parlera beaucoup, l'intervention des services déconcentrés, les DETS, mais aussi France Travail, l'opérateur, et je me permets de saluer la générale Dominique Witt, qui est au premier rang, et effectivement, et France Travail qui a une action qui est déterminante. Donc le ministre Jean-Pierre Farandou a annoncé le lancement et la création d'une force spéciale défense. C'est dire à quel point les préoccupations de recrutement, de compétences figurent en haut des priorités, et pour constituer donc un véritable pôle de recrutement. Et donc bien entendu, France Travail, bien entendu aussi le réseau pour l'emploi qui réunit l'ensemble des partenaires qui interviennent au quotidien au service de l'emploi. Je voulais citer l'AFPA, qui œuvre beaucoup en matière de compétences, et notamment dans le cadre d'un partenariat avec Naval Group, effectivement, qui fournit un certain nombre de salariés formés, enfin en tout cas qui préparent à la formation. Je voudrais citer également l'EPID, dont on connaît effectivement l'efficacité. Donc les OPCO, bien entendu, les opérateurs de compétences. Bref, il y a un besoin. Donc on est tous ensemble unis pour essayer de le satisfaire, et donc avec beaucoup d'opérateurs qui interviennent, et bien sûr dans un cadre interministériel très très fort. Donc c'est pas un hasard que la DGESCO, le ministère de l'Éducation nationale, et que vous-même soyez là, c'est dire à quel point effectivement il y a un continuum entre la formation initiale, la préparation à l'emploi, parce que oui, ça se prépare, la rencontre entre l'offre et la demande, et puis ensuite l'accompagnement, la formation tout au long de la vie. Très bien, merci beaucoup. Donc, ces premiers échanges ont effectivement permis de poser l'état des lieux, à la fois des besoins, des ressources mobilisables et des outils, des leviers dont on dispose. Donc, je propose maintenant de poursuivre cet échange en évoquant les sujets de formation et attractivité, qui sont deux points clés. Comme je le mentionnais dans les propos introductifs, le secteur de la défense est confronté à un déficit d'image, et il paraît essentiel que des efforts soient portés, notamment auprès de la jeunesse sur ce point. Donc je me tourne vers Madame Padier-Savourou. L'éducation nationale est en contact avec des millions de jeunes chaque année. Du coup, quelle image ont-ils aujourd'hui du secteur de la défense comme milieu professionnel, et quelles initiatives permettent de mieux faire connaître les métiers de la défense? Je pense notamment aux métiers techniques, technologiques de l'industrie, qui sont parfois moins visibles que les métiers d'ingénieurs. Je crois que la jeunesse, comme d'ailleurs une grande partie de la population, ont une image un peu simplifiée des métiers de la défense. Alors, ils identifient quelques métiers visibles, mais concrètement, aujourd'hui, nous avons besoin de leur donner à voir que les métiers de la défense sont aussi des métiers administratifs, ce sont aussi des métiers logistiques, évidemment techniques, etc. Il faut qu'on arrive à leur apporter une image plus juste et plus complète de cet écosystème. Je dirais après comment on essaie de le mettre en œuvre.
cet enjeu de découverte vaut pour tous les jeunes, mais il est particulièrement important chez les jeunes filles. Et avant de démarrer cette table ronde, on se disait à quel point on était satisfait de voir qu'il y avait beaucoup de femmes aujourd'hui. Et je crois qu'à l'Éducation nationale, nous avons un véritable enjeu de notre capacité à montrer aux jeunes filles à quel point ces métiers ne sont pas exclusivement des métiers d'hommes. Et c'est pour nous important de lever les mécanismes d'autocensure qui pourraient être liés au métier de la défense. Donc ça, c'est un de nos enjeux. Le rôle de l'éducation nationale, c'est d'abord un rôle d'acculturation. Nous ne serions pas dans notre rôle si nous avions la volonté de former des jeunes uniquement dans une volonté de recrutement. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, notre rôle, c'est bien de leur donner, la connaissance de tout ce qui existe, et de former des esprits éclairés qui seront demain au service d'une société dans son ensemble, et de mesurer à quel point le travail autour des métiers de la défense en fait partie. Et ça, je crois que c'est un rôle qu'on essaie de tenir par un certain nombre de dispositifs, l'enseignement à la défense, l'éducation à la défense, c'est pas tout à fait la même chose. Et un certain nombre de dispositifs dont on pourra reparler qui nous permettent de le faire. Donc, cette découverte, elle passe par plusieurs enjeux. D'abord, on a ce qu'on appelle les heures de découverte des métiers au collège, au lycée, et particulièrement renforcées dans la voie professionnelle. Ce sont des temps qui permettent aux jeunes de rencontrer les corps en uniforme, d'une part, mais aussi de participer à des rallyes citoyens et aussi de s'inscrire dans ce qu'on appelle les classes de défense et de sécurité globale, qui sont l'opportunité pour nos établissements de travailler avec des unités marraines et de permettre aux jeunes de s'inscrire d'abord dans cette idée de cohésion nationale et puis de mieux comprendre cet écosystème qui est fort complexe. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les stages d'observation, les périodes de formation en milieu professionnel qui sont aussi pour nous l'opportunité de faire s'acculturer nos deux mondes. Voilà. Et je crois que c'est d'abord par cette idée d'acculturation que nous arriverons à rassurer et peut-être à rétablir cette volonté d'aller vers les métiers de la défense. Très bien, merci. Marie-Hélène Barou, vous accueillez de nombreux étudiants dans les formations de l'ISAE Supaéro. Et est-ce que vous constatez une évolution de leur perception vis-à-vis du secteur de la défense? Et qu'est-ce qui peut les y attirer ou au contraire, qu'est-ce qui les freine à rejoindre la défense? Alors, ce qu'on constate, c'est on est un petit reflet de la société, donc effectivement, tu parlais de 20%. Bon, je saurais pas quantifier, mais il y a toujours des jeunes qui effectivement ne sont pas nécessairement attirés par ça, qui viennent à l'ISAE Supaéro, qui est une école du ministère des Armées, mais qui viennent peut-être par passion de l'aéronautique ou de l'espace. Par contre, il y a une chose qui est très claire, c'est que tous, mais à ça c'est 100%, ont la volonté d'avoir un impact et de travailler dans des entités qui ont du sens. Et dans le sens, tout à l'heure j'écoutais le général Mondon et Madame la ministre qui disaient que la souveraineté, notre problème de souveraineté s'attaque, touche maintenant aussi des domaines comme l'énergie. Ce qu'on constate, c'est qu'en général, ces jeunes cherchent quand même à travailler dans un domaine de souveraineté, même si c'est pas la défense. Après, ce que je constate depuis plusieurs années, c'est qu'il y a quand même un engouement au sein des jeunes, une vraie attractivité vers les sujets de défense. Preuve en est que eux-mêmes ont créé un club défense. C'est de leur propre initiative. Ils ont pris eux-mêmes les contacts avec les acteurs de la défense sur la place toulousaine, qui sont la 11e brigade parachutiste ou le commandement de l'espace. Et eux-mêmes vont chercher finalement à faire des petits bricolages ou alors le service national ou de la réserve avant même qu'il y ait l'initiative. Donc
On sent qu'il y a quelque chose. Quand on a monté un cursus défense avec des amphis qui font systématiquement le plein. Quand on parle de sujet défense, le dernier étant sur l'aviation de combat, où effectivement l'ingénieur général Arvind Badrina a présenté sa feuille de route, c'était plein. Il y avait même un deuxième amphi qui était là pour relayer ce qu'il avait à dire. Et après l'amphi, beaucoup sont allés déposer leur CV. Donc il y a quelque chose qui se passe. On a aussi une forte proximité de nos dispositifs d'innovation avec la défense. J'ai cité les grands acteurs et ils sont toujours présents, comme je l'ai dit, pour des challenges. On a un challenge en cours pour faire des drones low cost, très low cost, et on a plusieurs équipes qui sont très friandes d'aller sur place et encore une fois de faire quelque chose d'utile. Et le dernier point significatif qui est une preuve, c'est que l'année dernière, MBDA a détrôné Airbus dans les premiers employeurs, à la place du premier employeur des ingénieurs généralistes de l'ISAE Supaéro. Donc il y a vraiment un mouvement. Je crois que quand j'avais fait le compte, il y a plus de 75% de nos jeunes qui vont travailler dans le domaine de l'aéronautique et du spatial et de la défense. Maintenant. Très bien, merci. Donc il y a effectivement cette question de stimulation de l'envie chez les jeunes. Ensuite, pour ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie, il est nécessaire de se former. Et, il y a notamment, je crois, une nouvelle formation d'ingénieurs défense et sécurité lancée par l'ISAE Supaéro et l'ENSTA à la rentrée 2026. Donc, ce qui est déjà une avancée notable. Mais former un ingénieur, ça prend quelques années et on l'a vu, les besoins sont immédiats. Donc, ma question est comment peut-on articuler la formation de fond qui est nécessaire et qui est garante de la souveraineté à moyen et long terme, et puis les réponses plus rapides pour répondre à ce besoin immédiat, urgent des 10 000 recrutements tout de suite. Du coup, je me tourne de nouveau vers vous, Marie-Hélène Barou, pour avoir votre point de vue sur ce sujet. Alors, effectivement, former un ingénieur suivant le cursus français, qui est un peu spécifique, ça prend 3 ans. Et comme vous le soulignez, on monte avec l'ENSTA un cursus d'ingénieur spécialité défense et sécurité qui traitera des points particuliers de cyberquantique et puis les environnements spécifiques en ce qui nous concerne, qui concerne l'espace et l'aéronautique. On conçoit qu'un avion de chasse, il n'a pas exactement le même domaine de vol qu'un Airbus. Donc il y a des spécificités et puis il y a aussi les aspects résilience et résistance aux différentes menaces qui seront enseignées. Mais vous le soulignez, ça prend 3 ans. Donc ces jeunes diplômés sortiront en 2029, puisque nous faisons le recrutement maintenant. Et entre-temps, que se passe-t-il ? En fait, nous avons déjà des formations dans notre secteur, mais aussi côté ENSTA ou dans d'autres écoles, qui sont très duales. Les secteurs, en fait, deviennent de plus en plus poreux. Et donc, ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, donc je donne un ordre de grandeur, tous les ans, la France met sur le marché du travail 48 000 ingénieurs dans plusieurs domaines. Et dans le domaine d'aéronautique et spatiale, donc on a les chiffres parce qu'on a le groupe ISAE, dont je vois l'armée de l'air, l'école de l'air qui est présente dans la salle. Donc pour le domaine d'aéronautique et spatiale, 4000 ingénieurs arrivent sur le marché du travail. Donc ça donne un vivier qui est chassé par beaucoup. Donc à ce moment-là, sur les 48 000, il y en a quand même une forte probabilité qui vont atterrir, je pense, au sein de la BITD, mais peut-être pas avec la bonne spécialité. Peut-être pas avec le bon petit plus qui fait qu'il sera directement employable dans le secteur de l'armement. Donc là, en fait, on peut utiliser la formation continue. Donc il y a plusieurs voies de formation continue. Il y a la formation continue de type master spécialisé qui dure 6 mois d'enseignement et ensuite 6 mois dans l'industrie.
Ça, on a une offre très diversifiée dans le domaine, y compris de la défense. L'armée de l'air, notamment, vous avez l'école de l'air, un master spécialisé sur la défense spatiale. Nous en avons aussi. Donc, il y a des cursus qui existent. Et il y a aussi des modules plus courts, qui s'appellent des certificats, qui sont en fait des extraits de nos formations, qui durent quelques semaines et qui peuvent aussi donner une teinte et des compétences complémentaires à ces ingénieurs qui ne sont pas nécessairement du bon secteur, mais qui peuvent ensuite, en fait, ils ont tous le même socle. Hein. En France, on a un socle qui est construit par la commission des titres ingénieurs, avec l'approche par compétences. Donc le socle de base, il est commun en fait à tous les ingénieurs. Et après, c'est des teintes particulières qu'on peut donner par la formation continue. Et il y a de plus en plus dans nos écoles le développement aussi d'une formation continue qui est probablement plus adaptée au monde professionnel, asynchrone, numérique, qui peut, donc c'est un de nos axes de développement dans notre prochain contrat d'objectifs et de performance, d'augmenter cette offre dans le domaine du secteur de la défense pour servir la BITD et avec le moins de contraintes possibles aussi pour le monde industriel. D'accord, très bien, merci. Et du coup, du côté industriel, est-ce que vous avez, Monsieur France, des solutions pour résoudre, encore une fois, ce dilemme entre besoins immédiats et temps nécessaire pour l'acquisition des compétences? Est-ce que ça passe par des formations courtes, de la reconversion professionnelle, d'autres options? Avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur la place des femmes dans l'industrie. Et moi, je voudrais dire deux mots. Un, elles sont compétentes. Je le redis. Un, elles sont compétentes. Et deux, pourquoi on en a besoin? Tout simplement parce que la complémentarité des femmes avec les hommes, ça apporte une force dans la prise de décision. Donc compétente et complémentarité. Voilà, je ferme la parenthèse. Si on revient sur le sujet temps long, temps court, c'est vrai qu'il faut du temps pour former des ingénieurs, et quand ils arrivent dans l'entreprise, que ce soit des ingénieurs, des techniciens ou des ouvriers, il faut aussi du temps pour les former, parce qu'il y a une acculturation à la fois à l'entreprise et au produit qui peut être longue. Moi, je dirais, on a des outils dans les entreprises. On a des outils pour piloter nos recrutements et nos formations, ce qu'on appelle la GEPPMM. Donc la gestion des emplois, des parcours métiers, des parcours professionnels et la mixité des métiers. Donc c'est par ces outils qu'on monitore le creuset des compétences. Et puis après, on a ce qu'on appelle un plan de charge ou l'activité. Et dans le domaine du naval, alors on a cette chance d'avoir des perspectives au long terme sur l'activité qui nous permet d'anticiper nos besoins en compétences. Une fois qu'on a dit ça, il faut aller les chercher, et je pense qu'il faut explorer l'ensemble des dispositifs qu'on peut avoir, et je vais dire de la 3e jusqu'à la retraite. Et je vais expliquer pourquoi de la 3e jusqu'à la retraite. En fait, pardon. Donc et j'y reviendrai après sur la 3e à la retraite. Et en fait, sur les recrutements donc de l'entreprise, cette année et les années à venir, on va recruter, alors je vais dire 2000 collaborateurs. Et là, je vais faire attention dans la salle, je ne sais pas s'il y a beaucoup de journalistes, parce que tout de suite va être pris le nombre de 2000 collaborateurs pour Naval Group tous les ans. Alors c'est vrai, mais dans ces 2000 collaborateurs, il y a 1200 collaborateurs en CDI. Et il y a une piste qui est absolument essentielle, je pense, pour les entreprises, en tout cas pour la nôtre, c'est que les 800 autres, ce sont les alternants et les stagiaires. Et c'est notre creuset de demain. Donc il faut à la fois être présent sur ceux qui sortent de l'école, et vous l'avez dit, il y a du monde qui sort des écoles, donc il faut aller les chercher, et je pense qu'on y reviendra dans les sujets d'attractivité. Mais il faut aussi favoriser l'alternance et par le biais des stages. Dans l'entreprise, c'est chaque année 600 alternants qu'on forme. Alors, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais on a aussi de plus en plus des alternants pris sortis Bac+2. On les forme, on les qualifie, et à l'issue de leur formation Bac+2+3, souhaitent continuer. Dont acte. Mais voilà, donc le creuset de l'alternance est vraiment important. Après, dans l'acculturation, on a besoin de former
aux produits, aux technologies de l'entreprise. Enfin, je pense que si je vous donne l'image d'un sous-marin, la construction de la coque, je ne suis pas sûr qu'on ait des écoles qui forment à ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est sur des métiers de calcul, on est sur d'autres métiers. Et donc quand les gens arrivent dans l'entreprise, il faut que nous, on ait cette faculté de continuer la formation par le biais des écoles internes. Et on a notamment, alors sur le site du Cotentin, une école de conception qui permet d'acculturer les candidats au métier du naval et à une formation diplômante. Parce que ce qui est important aussi quand on récupère donc, ces collaborateurs du monde académique, c'est d'avoir des formations diplômantes, parce qu'il faut qu'elles soient reconnues. Et le diplôme, pourquoi je disais de la 3e à la retraite? Parce que nos sachants, donc nos anciens, creusés de compétences, creusés d'expertise, sont là pour faire le lien avec les jeunes sur la formation à dispenser. Donc voilà les dispositifs. Alors quelques dispositifs sur lesquels on se repose. Un creuset de l'éducation nationale qui est là, vous donniez les chiffres tout à l'heure, et on s'en sert bien évidemment. Mais je pense que l'alternance et les stages sont vraiment un levier important pour nos entreprises. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments. Alors, une fois qu'on a des gens bien formés, qui disposent des compétences recherchées par le secteur de la défense, ensuite il faut les attirer au sein des entreprises et puis les conserver, les maintenir, les fidéliser. Donc je m'adresse de nouveau à vous, Monsieur France, parce que je crois, si je ne me trompe pas, que Naval Group est dans le top 10 des entreprises préférées des ingénieurs en France. Donc c'est remarquable, en plus pour un industriel de la défense. Donc, quelle est la recette? Et est-ce que vous pensez que d'autres sociétés, d'autres entreprises pourraient la reproduire? Si on parle de recettes, on va aller sur des ingrédients. Et des ingrédients qui, à mon avis, peuvent faire sens pour d'autres entreprises. Mais je vais en citer quelques-uns pour Naval Group. Je pense qu'un des premiers moteurs a été le changement de nom. C'est pas anodin. En 2017, on a changé de nom. On est passé de DCN, Direction des constructions navales, mais ce n'était pas écrit. Le S, en fait, il ne veut rien dire. Donc DCNS à Naval Group. Et je peux vous dire que dans le recrutement et le nombre de candidats qu'on a eu, le nombre de CV de candidats qu'on a eu, a été multiplié par 10 au changement de nom. Donc changement de nom, la lisibilité de ce qu'on fait. Le deuxième point, c'est pas dans l'ordre, hein, il y a pas de. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle chez nous le plan de charge. Quand vous avez une activité chez Naval Group qui vous emmène sur des dizaines d'années, je pense que le PANG, porte-avions nouvelle génération, a fait un peu l'actualité la semaine dernière. Quand vous entendez les dates de livraison, 2038, de retrait du navire, j'ose même pas dire la date parce que je pense que dans la salle on ne sera plus là, et d'ailleurs ceux qui vont le commander ne sont peut-être pas encore nés, donc c'est juste waouh. Donc on a ces produits d'exception, qui sont des produits de long terme, et qui donnent encore une fois une perspective à la fois pour les collaborateurs et les entreprises de la BITD. On a aussi, donc pour la partie France, PANG, ça nous emmène en 2090, retrait du service actif. Alors je ne sais pas ce qui se passera en 2090, moi je sais que je ne serai plus là. Mais voilà, le SNLE 3G, sous-marin nucléaire lanceur d'engins 3e génération, c'est la même chose. Et on est sur des produits de technologie qui sont à un niveau qui font que nos jeunes ont envie de venir. Donc un plan de charge important pour la France, mais y compris à l'international. Quand on a une campagne qui est réussie et gagnée, Pays-Bas, Indonésie, Brésil et Inde, dans la semaine qui a suivi l'annonce de la prise du contrat des Pays-Bas, le nombre de CV dans l'entreprise a été multiplié par 10 pendant un an. Donc cette attractivité, elle tient aussi sur l'activité. Alors, vous me demandiez ce que font les autres. Je pense que pour Dassault, si on prend ce phénomène-là, je pense que c'est à peu près le même. Donc le nom, le produit et le carnet de commande. Donc ça, ce sont des vecteurs importants. Après, je pense que dans l'entreprise, il y a aussi ce qu'on véhicule. Ce qu'on véhicule en termes de savoir-faire, on en a parlé, mais aussi du savoir-être.
et comment on se situe dans les échelles. Alors on reviendra sur ces sujets-là dans l'attractivité et la diversité, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi un marqueur important pour les... Alors j'allais dire les jeunes, je ne sais pas s'il faut parler des jeunes. Alors des jeunes qu'on embauche, oui, mais je rappelle juste qu'on parle de jeunes à l'embauche, mais de reconversion pour des adultes. Et moi, je ne sais pas s'il y a vraiment tant d'écart intergénérationnel. Je ne sais pas. En tout cas, quand on va sur le terrain, qu'on écoute les jeunes, les moins jeunes, et d'ailleurs, je ne sais pas qui est moins jeune, qui est plus jeune, parce que des fois, vous avez des jeunes qui sont vieux et des vieux qui sont jeunes. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est une vraie question. Mais en tout cas, le savoir-être des collaborateurs est important. Et on y attache de l'importance parce que dans les métiers sur lesquels on travaille, dans le monde collectif, c'est un mot aussi qui est important, le collectif, qui fait sens. On doit avoir à la fois des collaborateurs qui ont un savoir-faire, mais ça, vous savez nous l'apporter au niveau des écoles. Et le savoir-être qui peut parfois pêcher au niveau de l'éducation, ben, il faut que là aussi, on le drive et qu'on fasse en sorte que pour des entreprises de défense, la cohésion sociale soit là. Et je pense que c'est important. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage donc, qui montre qu'il y a des modèles qui fonctionnent. Après, Naval Group fait partie des grands groupes industriels, des entreprises de taille plus modeste n'ont pas forcément la même visibilité, les mêmes moyens d'action. Du coup, je me tourne vers vous, Monsieur Maurice. Est-ce que parmi les initiatives pilotées par la DGEFP, donc la Délégation Générale à l'Emploi et la Formation Professionnelle, vous aidez les PME, les petites et moyennes entreprises, donc qui n'ont pas forcément la même force de frappe qu'un groupe d'envergure comme Naval Group, à se rendre plus attractive? Est-ce que l'État peut jouer un rôle en la matière? Oui, l'État peut jouer un rôle et l'État joue un rôle effectivement en la matière. On parlait tout à l'heure de territoire et effectivement il y a à la fois les grands groupes et puis aussi il y a l'ensemble de ceux qui contribuent à l'effort de défense et d'armement, des milliers d'entreprises qui sont sous-traitants notamment. Et donc oui, l'État est présent à leur côté. Je vous parlais de la mobilisation des services déconcentrés de l'État et voilà, sur l'ensemble des territoires, au niveau régional, au niveau départementale aussi. Je vais citer un exemple, l'exemple de la région Centre-Val de Loire, où effectivement on a la mobilisation particulière de nos services déconcentrés aux côtés des, alors je ne sais pas comment on les appelle, les EDER, c'est ça, les EDER, avec des actions qui sont des actions conjointes auprès des TPE et des PME pour identifier les besoins de recrutement, les besoins de formation, les besoins de reconversion, y compris l'accompagnement des périodes qui peuvent être un peu plus difficiles. Parce que là, on est dans un élan qui est assez fort et assez marqué, mais il peut y avoir aussi des à-coups dans la vie des entreprises et avec des ajustements de la manœuvre. Hein. Et donc, effectivement, il faut être présent à leur côté. Eh bien, il y a un comité de pilotage. Alors, au-delà de la structure, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a une action qui est conjointe sur le secteur d'aéronautique et de la défense. Il y a un suivi particulier. Je parlais des EDER. Nous, on a des délégués à l'accompagnement et reconversion professionnelle, les DARP. Ils sont présents. Il y en a 100 sur le territoire. Ils sont très mobilisés, donc notamment en région Centre-Val de Loire. Et donc, effectivement, il y a aussi une observation sur les mobilités qui peuvent exister. C'est très important. Il y a des entreprises qui décrutent et il y a des entreprises qui recrutent. Et donc, effectivement, il faut organiser les passerelles entre les unes et les autres. C'est pas évident, mais la réalité de ce que l'on observe, c'est que une grande partie, à peu près les 3/4 des besoins, enfin du potentiel de reconversion, c'est un potentiel de reconversion externe. Et s'agissant du secteur de la défense et de l'armement, il vient en priorité du transport, du milieu industriel, de la manutention. Et donc c'est dire à quel point il faut construire et travailler tous ensemble à créer des passerelles. Et donc c'est ce qu'on s'efforce de faire sur les territoires pour éviter qu'effectivement personne ne soit laissé de côté, parce que c'est une action d'ensemble à envisager. Je pourrais aussi évoquer des exemples en Nouvelle-Aquitaine ou en Île-de-France avec des actions
particulière de proximité et bien entendu toujours la mobilisation des opérateurs, au premier rang desquels, bien entendu, France Travail, dans le cadre de Task Force Entreprise. Alors, on n'a pas peur du nom, hein, mais c'est simplement l'idée de dire qu'effectivement, on retrousse tous ensemble nos manches, on est unis, effectivement, et voit au devant des entreprises. Très bien, merci beaucoup. Je propose de poursuivre justement sur les actions communes, les actions collectives, parce que donc on voit bien que vous agissez chacun dans vos domaines, donc en tenant compte de vos logiques, de vos calendriers, de vos contraintes, mais dans un secteur aussi intégré que la défense, il est forcément nécessaire d'articuler les stratégies de recrutement et de formation. Donc on a déjà commencé à en parler, hein, bien sûr, entre l'État, les grands industriels, les organismes de formation. Du coup, je me tourne en premier vers la Direction générale de l'armement. Madame Kriwinski, est-ce qu'il existe aujourd'hui une gouvernance partagée sur ces enjeux communs? Pour vous, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui devrait être amélioré ou renforcé? Alors effectivement, aujourd'hui, on a une gouvernance qui est multi-acteurs avec le partage d'une même ambition et on voit à travers les témoignages qui viennent d'être rappelés, les dispositifs qui ont été cités, que l'on travaille déjà ensemble et que cela fonctionne. Donc ça, c'est quand même un point positif qui est, j'espère, reflété aussi dans le cadre de cette table ronde. Il y a déjà un socle des initiatives qui sont présentes et qui maillent le territoire et une convergence de vues sur l'intérêt de massifier, d'accélérer ces actions. Une gouvernance donc multi-acteurs avec au centre bien sûr l'État qui assure un rôle pivot dans la structuration de cette filière compétences pour l'industrie de défense, notamment la DGA, mais aussi la DGEFP et Benjamin Maurice a donné là aussi un éclairage de l'action particulière de sa direction générale. Pour la DGA, ce que je souhaiterais, moi, valoriser, c'est le fait qu'effectivement, on se soit aussi consolidé, renforcé sur cette action. Depuis 2 ans, nous avons créé une direction de l'industrie de défense qui porte justement tout le soutien et la structure à la filière de l'industrie de défense, la structuration de cette filière, qui aujourd'hui mène un dialogue permanent avec les industriels sur leurs besoins de compétences, qui accompagne bien sûr nos PME stratégiques et surveille nos compétences critiques au regard de nos enjeux de souveraineté. Donc cette direction, je le disais, elle est montée en puissance. Elle intervient à la fois au niveau national et au niveau régional. C'est ce qu'expliquait effectivement Benjamin avec la mention des EDER, les attachés de l'industrie de défense en région, qui sont aujourd'hui des bras armés aussi auprès des préfets de région pour structurer, outiller, accompagner la montée en puissance de dynamique régionale. C'est un acteur clé. Anne le disait aussi sur la partie éducative. On a aussi besoin de ce rôle des régions. Leur interventionnisme est croissant dans cette structuration des filières industrielles. Peut-être un autre acteur qui n'a peut-être pas été mentionné, mais qui découle aussi des grands MOI et qui les représente, c'est les fédérations, les groupements industriels, qui jouent un rôle clé aujourd'hui, hein, le GIFAS, le GICAT ou le GICAN, chacun pour son domaine de compétences respectives, assure là aussi un rôle déterminant dans la structuration des filières, dans le dialogue avec les industriels sur le terrain, la remontée des besoins, la mise en commun des moyens de formation pour répondre à ces besoins. Donc on voit effectivement une pluralité d'acteurs qui se coordonnent au sein d'une même communauté pour travailler ensemble. L'enjeu pour l'avenir, c'est effectivement ce que expliquait aussi Benjamin, d'unir nos forces sur quelques priorités stratégiques, parmi lesquelles le soutien des PME, et notamment des PME stratégiques dans leur montée en puissance, et puis aussi ce maillage territorial. Donc on a essayé de couvrir l'ensemble de notre territoire. On essaie de mettre en place des actions coup de poing pour des départements où il y a justement cette concentration des besoins de l'industrie de défense. Le Var a été cité plusieurs fois au cours de cette table ronde, mais il ne faut pas oublier d'autres espaces géographiques où l'industrie de l'armement est moins présente. Je pense notamment au nord ou à l'est de la France, où inversement nous avions des viviers de jeunes, des viviers aussi de personnel qui seraient potentiellement candidats dans des logiques de reconversion professionnelle. Et donc il faut aussi qu'on investisse ces territoires où l'industrie est peut-être moins présente, mais qui peut répondre aussi à des besoins
pour offrir aussi ces parcours professionnels à ces jeunes ou à ces candidats déjà présents dans l'industrie ou dans d'autres secteurs d'activité et qui pourraient trouver une deuxième ou une troisième partie de carrière, pour reprendre la remarque de Jean-Luc sur le fait qu'on recrute jusqu'à la retraite dans le secteur de l'armement. Très bien, merci beaucoup. Mais justement, je me tourne vers Monsieur France pour avoir la vision, le point de vue industriel. Donc, comment, de votre côté, vous travaillez avec l'État, l'éducation nationale, les organismes d'emploi, comme France Travail, dont on a déjà parlé. Qu'est-ce que vous attendez de ces entités et comment vous travaillez ensemble? Et on a des partenariats qui sont solides avec les écoles, une trentaine de partenariats avec les écoles sur lesquelles, bien évidemment, on recrute. On a signé une convention il y a 2 ans avec France Travail sur les sujets de reconversion. Donc, le monde de l'entreprise n'est pas tout seul et il est acteur et il est soutenu quelque part par les organismes de formation, les écoles, bien évidemment. Donc, c'est un tout. Et je pense que la réponse, elle est encore une fois collective. Tout à l'heure, on disait, on peut avoir des industriels qui se chippent les différentes ressources. Moi, je peux vous dire, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais quand on s'associe ensemble, industriels, organismes de formation et l'État, on monte des projets, waouh, et j'y reviendrai tout à l'heure. Après, qu'est-ce qu'on attend? Je pense qu'il faut... moi, ce que je pourrais attendre du monde de l'éducation, on peut attendre plein de choses. Je pense qu'il faut... Vous faites déjà des choses pas mal. Avant de dire ce qu'on attend, vous faites déjà des choses pas mal. Enfin, on reçoit des candidats, ça va. Il faut les acculturer à ce qu'on fait, mais ça va. Je pense que dans les technologies, le monde va vite, le monde va de plus en plus vite, donc il faut rester, et ça c'est encore une fois dans un partenariat d'échange avec les industriels, il faut rester un peu collé alors c'est à la fois collé et pas collé, à ce qui se passe sur les technologies. On ne parlerait pas d'intelligence artificielle aujourd'hui et demain. Je pense que ça serait pas bien. Maintenant, est-ce que c'est une réponse à tout? Je ne pense pas. Mais après, l'avis de Jean-Luc France, il compte peu pour ce qui compte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde allant de plus en plus vite, il faut que le monde de l'éducation, je dirais, réagisse au même niveau. L'intelligence artificielle, elle est là. Les gamines et les gamins qu'on reçoit aujourd'hui, ils ne savent pas travailler sans leur chat GPT au bout de la main. Donc la maîtrise des données et un certain nombre de sujets, il faut qu'on fasse attention, surtout dans les domaines que sont les nôtres. Donc comment, en permanence, on fait en sorte d'accompagner le mouvement, les mouvements technologiques, pour faire en sorte que, à la fois ceux qui sortent d'école ne soient pas dépaysés par ce qu'on leur propose, et puis qu'on soit capable aussi. Et ça, je pense que c'est un vecteur qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est important, même si on l'a évoqué, c'est la formation continue. La formation continue qui permet à ceux qui sont sortis d'école un peu plus tard de revenir dans le berceau des nouvelles technologies. Voilà, donc des attentes, oui, au quotidien, mais continuez à faire ce que vous faites déjà bien. Et après, je pense qu'on a un travail, si on se regarde en tant que citoyen, alors je ne sais pas s'il faut le dire, mais en tout cas je vais le dire, je pense qu'on a un travail aussi en tant que citoyen au départ. Voilà. Donc si on fait notre job de citoyen avec nos enfants, je pense que ça ira mieux demain. Merci beaucoup. Monsieur Maurice, vous êtes déjà exprimé tout à l'heure sur ces actions collectives. Est-ce que vous souhaitez rajouter un élément donc, concernant cette coordination d'ensemble des actions sur le territoire? Oui, alors tout à fait. Il y a besoin effectivement d'actions qui sont des actions concertées, et avec des initiatives qui peuvent être prises par les secteurs eux-mêmes. On a ce qu'on appelle des EDEC, c'est-à-dire des engagements sur le développement de l'emploi et des compétences. Donc c'est des dispositifs qui sont en place, un accompagnement de certaines branches qui permettent de se donner de la perspective, de se donner du champ. Vous parliez tout à l'heure GEPM, où effectivement c'est important de pouvoir se projeter et se dire à 5 ans, 10 ans, 15 ans, quel est l'état de nos besoins en nombre, en compétences, et comment on arrive à travailler justement sur la réponse qui peut être apportée. C'est le premier point. Et
dans certains EDEC, alors qu'on déploie un peu dans pas mal de secteurs, il y en a à peu près une vingtaine, on trouve aussi des dispositifs sur la marque employeur, sur les actions qui peuvent être faites et développées pour attirer justement de nouvelles recrues. Vous disiez que spontanément, effectivement, il y avait beaucoup de candidats qui venaient à vous, et c'est heureux et c'est vraiment très très bien. Et il faut aussi le développer pour les petites et moyennes entreprises. Et donc là aussi, l'État est aux côtés des entreprises par le biais des OPCO, des opérateurs de compétences. Et donc ça, il faut un signal qui soit donné notamment par les partenaires sociaux dans les branches. Et oui, les partenaires sociaux, il faut les inclure. Alors c'est effectivement nous notre quotidien au ministère du Travail, parce qu'eux aussi, ils ont une vision à partager et il faut les embarquer. Et notamment ces dispositifs d'EDEC. Moi, j'ai une proposition, une suggestion, une recommandation à faire, c'est qu'on se dote bientôt collectivement d'un EDEC sur la défense, et pour qu'effectivement se donner cette perspective, et puis outiller véritablement notamment les TPE et les PME, justement pour des problématiques de recrutement, de maintien en compétences ou de développement des compétences, de reconversion également. Il y a plein d'outils qui existent, mais simplement il faut les regrouper et les centraliser. Très bien, merci beaucoup. Avant de prendre les questions de la salle, je souhaiterais qu'on traite un exemple concret. En fait, on se focalise souvent sur les ingénieurs, mais en fait, il y a des besoins criants en recrutement de techniciens et ouvriers. Hein, on en a parlé, soudeurs, chaudronniers, électromécaniciens, maintenanciers, sont des compétences métiers difficiles à trouver. Du coup, est-ce qu'un effort est porté en faveur de ces profils? On m'a dit, Madame Padier-Savourou, est-ce que les formations professionnelles technologiques, donc je pense au CAP, au baccalauréat professionnel et technologique, les BTS industriels, évoluent pour préparer aux spécificités des métiers de défense? Alors, en effet, le défi concerne toute la chaîne de compétences, et notamment les techniciens, les ouvriers qualifiés, les maintenanciers. Il faut que nous veillions, et quand je dis nous, c'est vraiment un enjeu de société, à mettre en lumière les bacs professionnels, les bacs technologiques, à ne pas les invisibiliser, à rappeler à quel point, dès le début, ils sont nécessaires pour que nous puissions faire vivre l'industrie en général. Et je crois que la force de nos formations à l'éducation nationale, c'est leur polyvalence. C'est d'abord de nous assurer que nous construisons chez les élèves des compétences qui sont solides, polyvalentes et transférables. Tout à l'heure, on a évoqué la question des compétences duales, et je crois que notre objectif, c'est quand même de nous dire que lorsque l'on renforce les compétences en numérique, on a aussi évoqué l'intelligence artificielle, quand on renforce les compétences en cybersécurité, en maintenance ou en mécatronique, on alimente un vivier qui est évidemment utile à la défense, mais pas seulement. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes nous donnent aussi ce message que la vie professionnelle est longue, et dans cette vie professionnelle, il faut qu'on ait l'opportunité, parfois, de passer d'un métier à un autre, d'un secteur à un autre, et le rôle de l'école est celui-ci, de donner cette base solide qui permettra aux jeunes de passer d'un secteur à un autre. Et c'est ce qu'on essaie de faire par le biais de nos formations professionnelles, par le biais de nos formations technologiques. Et je crois que pour faire écho à ce qui a été dit à plusieurs reprises, notre rôle, c'est de donner l'opportunité ensuite d'avoir des passerelles, de se spécialiser, d'avoir un socle suffisamment solide pour qu'ensuite on puisse avoir les spécialisations nécessaires pour répondre aux besoins, cette fois, des territoires. Très bien, merci beaucoup. Du côté industriel, Monsieur France, est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers, donc orientés encore une fois vers ces profils techniciens, ouvriers que vous recherchez? Oui, l'exemple le plus frappant, c'est ce qu'on a fait dans le Cotentin. Et en fait, ce qu'on a mis en œuvre, on l'a réussi parce qu'on était à 3 dès le départ, les industriels, EDF, Orano, CMN, les constructions navales, et Naval Group. Donc pour la part des industriels, les organismes de formation, et notamment l'IUMM, et l'État et la région qui a financé le bâtiment. Et donc quand on regarde cet écosystème, on l'a mis en place pourquoi? On le disait tout à l'heure, pour éviter qu'on se chippe les ressources entre EDF, Naval Group et consorts. Et en fait, d'avoir créé ce centre d'excellence. Le mot est important, un centre d'excellence.
d'avoir des formations qualifiantes pour le niveau des bacs pro sur les métiers du soudage, fait qu'aujourd'hui on a un fer de lance qui est porté par les industriels parce qu'ils apportent une visibilité sur l'activité, alors non seulement pour eux, mais pour l'écosystème. Parce que quand on parle de Naval Group ou d'EDF ou les deux autres, il y a l'ensemble de la BITD qui suit derrière. On ne fait pas tout seul. Naval Group, c'est 800 partenaires à nos côtés auxquels on confie un certain nombre de réalisations. Donc cette école d'excellence, moi ce que je retiens, c'est que quand on travaille à trois, l'éducation nationale, l'État et les industriels, eh ben on gagne. Et aujourd'hui, dans cette école, viennent des jeunes de Lille, on parlait du Nord, du Grand Est, du Sud, et ça marche. Et ça amène à un niveau de qualification qui est reconnu. La force aussi de ce système, c'est que l'industriel a mis à disposition ce qu'on appelle des environnements reconstitués. C'est-à-dire que les jeunes qui vont venir travaillent comme s'ils étaient dans une centrale nucléaire ou à bord d'un sous-marin. Donc ils apprennent le geste et ils apprennent le reste. Voilà, donc ça c'est un exemple qui marche et qui peut donner écho à d'autres sur d'autres métiers. Je pense toujours notamment au nucléaire, par exemple. On arrive à la fin de ces échanges. Pour ma part, je retiens essentiellement de nos échanges aujourd'hui qu'il y a un véritable défi stratégique à relever en matière de ressources humaines, donc intrinsèquement intégré aux défis capacitaires de réarmement, parce qu'on parle beaucoup de budget, d'équipement, mais derrière, il faut effectivement ces ressources humaines et ces compétences spécifiques. Donc on l'a vu, des actions volontaristes ont été engagées par les différents acteurs concernés, industrie, État, organismes de formation, et la présence aujourd'hui dans ce panel de représentants de ces différents corps, et je pense la richesse des échanges et des interactions que l'on a pu observer lors de cette table ronde témoigne que cette démarche collective, coordonnée entre les différents acteurs est véritablement engagée en France autour de ce sujet. Donc la dynamique est en place, certainement à poursuivre, et c'est en tout cas par cet effort collectif et cette collaboration que l'on parviendra à relever ce défi. Et vous pouvez en tout cas également compter sur l'IHEDN pour contribuer à cette œuvre commune, au travers notamment de ces actions de promotion de l'esprit de défense et de la culture de défense au sein de la société au sens large et auprès de toutes les générations. Donc un grand merci à tous pour votre participation, merci beaucoup aux intervenants, merci à l'auditoire, merci d'avoir assisté à cette table ronde, et je vous souhaite un excellent forum de Paris pour la défense et la stratégie et une bonne journée à tous.